quand je me suis marié, je n'ai pas mentionné que j'avais hérité de 3 appartements de ma grand-mère. Dieu merci. J'avais 32 ans quand j'ai épousé Jessica, ma petite amie depuis 3 ans. Nous avons eu un mariage simple, rien d'extravagant, juste nos amis proches et notre famille, dans un petit lieu au bord du lac. Ce que ma nouvelle femme et sa famille, en apparence si gentille, ne savaient pas, c'est que 6 mois avant ma demande en mariage, ma grand-mère Martha m'avait légué 3 appartements de grande valeur dans le centre-ville de Seattle. Mon instinct me disait de garder cet héritage privé, et je suis éternellement reconnaissant d'avoir écouté cette intuition. Avant de vous raconter ce qui s'est passé à peine une semaine après notre mariage, dites-moi d'où vous me regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement pour rejoindre mon parcours d'apprentissage de quelques dures vérités sur la famille, l'argent et la confiance. Ma grand-mère Martha était tout pour moi. Après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans, elle m'a recueilli et m'a élevé comme son propre fils. Notre modeste maison de 2 chambres en banlieue est devenue mon sanctuaire et Martha, mon roc. Carson, me disait-elle alors que nous étions assis à la table de la cuisine à éplucher les factures, ne dis jamais aux gens combien d'argent tu as. Ni à tes amis, ni à tes collègues, et surtout pas aux personnes que tu fréquentes. À l'époque, je pensais qu'elle était simplement paranoïaque. Nous étions à l'aise, mais pas riches, alors qui se soucierait de nos finances de toute façon? Mais Martha avait traversé des temps difficiles et sa sagesse venait de l'expérience. L'argent change les gens, Carson. Il leur fait montrer leur vrai visage, et ce visage n'est pas toujours joli. Elle m'a appris à épargner, à investir et l'importance de l'indépendance financière. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme en informatique, je n'avais aucune dette étudiante grâce à sa planification minutieuse et au petit fonds d'études que mes parents avaient laissé. 6 mois avant que je demande Jessica en mariage, Martha s'est éteinte paisiblement dans son sommeil à 89 ans. J'étais dévasté. Elle était ma seule famille, mon guide, la femme qui avait fait de moi l'homme que j'étais devenu. Le chagrin était immense, mais je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient se compliquer. Une semaine après les funérailles, son avocat m'a convoqué à son bureau. Je m'attendais à hériter de sa maison, dans laquelle nous vivions ensemble ces dernières années car sa santé déclinait. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était d'apprendre que ma grand-mère, si pragmatique et économe, avait discrètement amassé un petit portefeuille immobilier au fil des décennies. Votre grand-mère vous lègue 3 appartements dans le quartier de Belltown à Seattle, a dit l'avocat en faisant glisser un dossier sur le bureau. Je l'ai regardé, incrédule. 3 appartements? À Belltown? Comment? Il m'a expliqué que Martha les avait achetés dans les années 70, quand les prix étaient raisonnables. Elle avait discrètement perçu les loyers et les avait réinvestis toutes ces années. La valeur des biens avait explosé avec l'essor de Seattle. La valeur marchande actuelle des 3 unités combinées est d'environ 2,4 millions de dollars, a-t-il dit d'un ton neutre. J'ai failli tomber de ma chaise. Ma grand-mère, qui découpait des coupons de réduction et achetait des marques de distributeurs, était millionnaire. L'avocat a poursuivi en expliquant que les appartements étaient entièrement payés et actuellement loués à des locataires de longue date. Elle m'avait également laissé sa maison et un portefeuille d'investissement modeste mais solide. Elle a été très précise dans son testament sur le fait que cet héritage était pour vous seul, a souligné l'avocat, et elle a recommandé que vous conserviez la même société de gestion immobilière qu'elle utilisait. Dans les mois qui ont suivi, j'ai lutté à la fois contre le deuil et la responsabilité soudaine de gérer ses biens. La société de gestion immobilière a facilité les choses, mais je devais quand même prendre des décisions et signer des documents, tout en essayant de digérer le fait que ma grand-mère m'avait laissé une petite fortune dont elle n'avait jamais parlé. J'ai rencontré Jessica à la fête d'anniversaire d'un ami, à l'époque où je commençais mon premier emploi de développeur logiciel junior. Elle était dynamique, belle et intelligente, travaillant comme coordinatrice marketing pour une entreprise locale. Le courant est tout de suite passé entre nous, nous avons parlé jusqu'à la fin de la fête, et j'ai finalement trouvé le courage de lui demander son numéro. Notre relation a progressé naturellement. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant que je ne la demande en mariage. J'aimais tout chez elle, son sens de l'humour, son ambition, sa gentillesse. Quand je l'ai présentée à ma grand-mère lors de notre première année de relation, Martha a été polie mais réservée. Plus tard, elle m'a pris à part. Elle a l'air gentille, Carson. Souviens-toi juste de ce que je t'ai appris sur le fait de garder tes finances privées jusqu'à ce que tu sois absolument certain. À l'époque, j'ai pensé qu'elle était surprotectrice. Je n'ai pas parlé à Jessica de mon héritage après la mort de Martha, mais pas parce que je me méfiais d'elle.
Je prévoyais de la surprendre avec plus tard, quand nous serions prêts à acheter une maison ensemble. J'imaginais à quel point elle serait excitée d'apprendre que nous pouvions nous offrir la maison de nos rêves sans un prêt immobilier écrasant. C'est pendant nos fiançailles que j'ai commencé à remarquer des choses sur la famille de Jessica qui m'ont donné à réfléchir. Son père, Frank, possédait une concession automobile prospère. Sa mère, Diane, était très impliquée dans les œuvres caritatives locales, et son jeune frère Tyler, à 27 ans, vivait toujours chez ses parents sans emploi stable. La première fois que j'ai dîné dans leur grande maison d'un des quartiers les plus chics de Seattle, la conversation a tourné presque entièrement autour de l'argent. Frank a parlé de sa nouvelle voiture de luxe, Diane a discuté du coût de la récente rénovation de la maison de son ami, et ils m'ont posé des questions très directes sur mon salaire et mes perspectives de carrière. L'ingénierie logicielle, avait dit Frank en faisant tourner son scotch. C'est un secteur en pleine croissance, il doit y avoir de l'argent à se faire là-dedans. J'ai donné des réponses vagues, disant seulement que je m'en sortais bien et que j'avais de bonnes perspectives d'avancement. Jessica m'a dit plus tard que ses parents essayaient juste de s'assurer qu'on prendrait soin d'elle. Je comprenais leur inquiétude, mais quelque chose dans leur obsession pour la richesse matérielle me mettait mal à l'aise. Quand nous avons annoncé nos fiançailles, Diane a immédiatement commencé à planifier un mariage extravagant avec une liste de plus de 300 invités, dont la plupart seraient leurs associés et leurs relations sociales. Nous voulons offrir à notre fille unique le mariage qu'elle mérite, a-t-elle dit, bien que Jessica et moi ayons déjà discuté de notre désir de quelque chose de petit et d'intime. Il a fallu des semaines de résistance douce mais ferme pour leur faire accepter notre décision d'une célébration plus simple. Même alors, ils ont insisté pour payer certaines améliorations pour que ce soit présentable. Tout au long de la planification du mariage, je suis resté silencieux sur mon héritage. Quelque chose en moi, peut-être la voix de ma grand-mère dans ma tête, m'a averti d'attendre, juste pour être sûr. Après notre lune de miel à Hawaï, Jessica et moi avons emménagé dans un appartement en location. Elle a semblé surprise quand j'ai suggéré de louer plutôt que d'acheter. Je pensais qu'on commencerait à chercher une maison tout de suite, a-t-elle dit. Je lui ai répondu que je voulais d'abord économiser davantage pour un apport, afin de nous assurer que nous pourrions nous offrir quelque chose de vraiment bien dans quelques années. Elle a accepté cette explication, non sans une certaine déception. Je ne savais pas à quelle vitesse les choses allaient changer, ni à quel point je serais reconnaissant des conseils de ma grand-mère. La première semaine de mariage fut tout ce que j'avais espéré. Jessica et moi nous sommes installés facilement dans notre nouvelle routine, décorant notre appartement et profitant de notre temps de jeunes mariés. Mais cette période de bonheur fut de courte durée. Le 8e jour de notre mariage, Diane est arrivée à l'improviste à notre appartement avec un cadeau de pendaison de crémaillère, un vase en cristal luxueux mais peu pratique qui semblait totalement déplacé dans notre modeste location. Je voulais juste voir comment vous vous installez, mes deux tourtereaux, dit-elle en scrutant notre appartement avec une déception à peine dissimulée. C'est cosy, je suppose. Le lendemain, elle est revenue avec des restes de son déjeuner. Le jour d'après, elle a apporté des coussins décoratifs pour égayer l'endroit. Chaque visite incluait un commentaire subtil sur notre situation de vie et de nombreuses questions sur mon travail, mon salaire et mes projets futurs. Carson, ont-ils déjà discuté de vous donner une augmentation, a-t-elle demandé lors d'une visite. Jessica a mentionné que vous êtes au même poste depuis un certain temps maintenant. Les questions sont devenues de plus en plus indiscrètes. Mes parents m'avaient-ils laissé quelque chose? Avais-je des investissements? Quel était mon score de crédit? Chaque fois, je me dérobais aussi poliment que possible, de plus en plus mal à l'aise à chaque visite. Un soir, je suis rentré plus tôt et j'ai surpris Jessica au téléphone dans notre chambre. Je ne voulais pas écouter aux portes, mais quand j'ai entendu mon nom, je me suis arrêté dans le couloir. Maman, je t'ai déjà dit que Carson dit qu'il veut économiser plus avant d'acheter une maison, disait Jessica d'un ton exaspéré. Non, je ne sais pas exactement combien il a économisé. Oui, je sais que papa trouve ça étrange. Écoute, j'essaierai d'obtenir plus d'informations. D'accord. J'ai reculé doucement, j'ai fait du bruit en entrant à nouveau par la porte d'entrée et j'ai crié pour annoncer mon arrivée. Jessica a rapidement mis fin à son appel et m'a accueilli avec un sourire qui semblait maintenant légèrement forcé. Ce week-end-là, Frank m'a invité à jouer au golf, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Pendant que nous parcourions le terrain, la conversation a inévitablement tourné autour de l'argent. Tu sais, Carson, dit-il alors que nous marchions vers le trou suivant, d'après mon expérience, un homme devrait être établi à ton âge.
Quand j'avais 32 ans, je possédais déjà ma concession et j'avais une résidence secondaire. Chacun a son propre rythme, ai-je répondu prudemment. Bien sûr, a-t-il hoché la tête. Mais Jessica mérite un certain style de vie. Elle a été élevée avec certaines attentes. La sous-entendue était claire, je n'étais pas à la hauteur de leurs standards pour leur fille. Tout au long de la partie, il a laissé entendre que des amis avaient des postes à pourvoir qui payaient, vraiment bien, et a suggéré que je pourrais bénéficier de ses relations d'affaires. La semaine suivante, nous avons été invités à dîner chez eux. Autour d'un repas élaboré, Frank et Diane ont parlé de maisons à vendre dans leur quartier. Les Anderson vendent leur maison, a mentionné Diane nonchalamment. Ce serait parfait pour vous. 4 chambres pour quand les petits-enfants arriveront. Quand j'ai expliqué qu'une telle maison serait bien au-dessus de nos moyens pour le moment, Frank a ricané. Carson, mon garçon. Parfois, il faut se dépasser un peu pour obtenir ce que l'on veut dans la vie. Nous pourrions aider avec l'apport. Considérez ça comme un investissement dans votre avenir. Leur offre m'a profondément mis mal à l'aise. Accepter une aide financière signifierait leur donner encore plus d'influence sur nos vies, chose que je sentais déjà qu'ils désiraient trop. Sur le chemin du retour, Jessica m'a lâché une bombe. J'ai donné à maman et papa nos informations financières, a-t-elle avoué. Ils veulent juste nous aider à planifier notre avenir. Tu as fait quoi, ai-je demandé, stupéfait. Jessica, ce sont des informations privées. Ce sont mes parents, Carson. Ils se soucient de nous et veulent s'assurer que nous prenons des décisions intelligentes. J'ai essayé d'expliquer pourquoi l'implication de ses parents dans nos finances me dérangeait, mais elle a rejeté mes inquiétudes comme de la paranoïa. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, me demandant si j'avais fait une erreur en gardant mon héritage secret, mais quelque chose me disait encore d'attendre. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon gestionnaire immobilier, Monsieur Williams. Je voulais vous informer que quelqu'un s'est renseigné sur votre propriété des biens de Belton, a-t-il dit. Un détective privé prétendant mener une vérification d'antécédents de routine. Mon sang s'est glacé. Lui avez-vous donné des informations? Absolument pas. Conformément aux instructions de votre grand-mère, nous gardons les informations de propriété strictement confidentielles. Je pensais juste que vous devriez le savoir. Ce soir-là, je suis rentré tard du travail et j'ai trouvé Jessica dans mon bureau à la maison, fermant précipitamment un tiroir alors que j'entrais. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. « Oh, je cherchais juste des timbres », a-t-elle répondu, les joues rouges. Plus tard, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai vérifié le tiroir et découvert que plusieurs de mes documents financiers avaient été déplacés. Un sentiment de malaise s'est installé dans mon estomac. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué d'autres changements dans le comportement de Jessica. Elle a commencé à parler de quitter son travail pour se concentrer sur la fondation d'une famille. Elle a fait des achats coûteux sans me consulter, y compris un sac à main de créateur qui coûtait plus que notre loyer mensuel. Elle a commencé à laisser entendre que c'était ma responsabilité en tant que mari de lui fournir le style de vie qu'elle désirait. Le mari de mon amie Amanda vient de lui acheter une nouvelle voiture pour leur premier mois de mariage, a-t-elle mentionné nonchalamment. N'est-ce pas romantique? La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque j'ai découvert qu'elle avait pris des photos de certains de mes documents financiers. Je les ai trouvés accidentellement en utilisant sa tablette pour chercher une recette qu'elle voulait faire pour le dîner. Là, dans sa galerie de photos, se trouvaient des images claires de mes relevés bancaires et de mes informations de compte d'investissement. J'ai fermé la tablette et je suis resté assis, abasourdi, les paroles de ma grand-mère résonnant dans mon esprit. J'ai décidé de déplacer discrètement mes documents financiers les plus sensibles à mon bureau au travail et j'ai attendu de voir ce qui se passerait ensuite. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Exactement une semaine après notre mariage, je suis rentré du travail pour trouver Jessica, ses parents et une femme que je ne connaissais pas assis dans notre salon. Ils avaient organisé une réunion improvisée autour de notre table de salle à manger, qui était couverte de documents. « Carson, chérie, tu es rentré ?» a dit Jessica, sa voix anormalement enjouée. Maman et papa sont passés pour nous aider avec une planification financière. Diane s'est levée et m'a serré dans ses bras d'une étreinte raide. Nous avons pensé qu'il était temps de commencer votre mariage sur de bonnes bases financières. Frank est resté assis, me saluant d'un signe de tête avec un sourire suffisant. Mon garçon, voici Patricia. C'est une notaire et une conseillère financière qui travaille avec notre famille. Patricia m'a offert un sourire professionnel. Ravi de vous rencontrer,
Carson. J'ai regardé les documents étalés sur la table, reconnaissant immédiatement des formulaires financiers, des conventions de compte joints, des formulaires de procuration et ce qui semblait être des accords de prêt. Qu'est-ce que c'est que tout ça, ai-je demandé, gardant ma voix calme malgré la colère et la trahison que je sentais monter en moi. Juste quelques papiers pour vous aider à organiser vos finances, a expliqué Diane d'un ton condescendant. Nous croyons que dans un mariage, tous les actifs devraient être détenus conjointement. C'est la manière moderne. Frank s'est penché en avant. Carson, Jessica nous dit que vous êtes assez discret sur l'argent. C'est admirable à certains égards, mais dans une famille, la transparence est essentielle. Ces documents vous aideront, toi et Jessica, à combiner vos finances correctement. J'ai pris l'un des formulaires, qui ajouterait Jessica comme copropriétaire de tous mes comptes. Un autre était un accord de prêt familial qui accorderait à ses parents l'accès à des fonds pour des opportunités d'investissement. Et quels seraient ces investissements, ai-je demandé. Eh bien, Tyler a cette idée d'entreprise, a commencé Frank. Et nous avons pensé qu'en tant que son beau-frère, tu voudrais peut-être l'aider à démarrer. Alors qu'ils continuaient à expliquer leur plan pour mon argent, un argent dont ils ne connaissaient même pas l'existence, j'ai discrètement sorti mon téléphone et envoyé un SMS à mon avocate, urgence. Viens à mon appartement maintenant. Apporte le testament de Martha et les documents de propriété. J'ai fait semblant d'écouter pendant qu'ils décrivaient comment ils aideraient à gérer mes finances. L'attitude condescendante de Frank devenait plus claire à chaque mot. Le fait est, Carson, dit-il, Jessica a été élevée pour comprendre la gestion de patrimoine. Sans vouloir t'offenser, mais venant de ton milieu, tu n'as peut-être pas eu ces avantages. J'ai hoché la tête, gagnant du temps jusqu'à l'arrivée de mon avocate. Puis Diane a dit quelque chose qui a glacé mon sang. Et bien sûr, nous devrons discuter de ces appartements à Belton. Des biens comme ça nécessitent une gestion professionnelle. La pièce est devenue silencieuse alors que je la fixais. Quels appartements? Diane a échangé un regard avec Frank avant de continuer. Carson, il n'est pas nécessaire de continuer cette mascarade. Nous sommes au courant de ton héritage. Les 3 appartements à Belton, la maison de ta grand-mère, le portefeuille d'investissement. Comment savez-vous ça? Ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Frank s'est éclairci la gorge. Nous avons la responsabilité de nous assurer que Jessica épouse quelqu'un de convenable. Nous t'avons fait passer une vérification approfondie avant le mariage. Vous avez fait une enquête sur moi? J'ai regardé Jessica, dont le visage était devenu pâle. Étais-tu au courant de ça? Elle n'a pas voulu croiser mon regard. C'était juste une vérification d'antécédents de routine, Carson. Tous les parents le font. Non, Jessica. Ils ne le font pas, Frank a agité la main avec dédain. Le fait est que maintenant nous savons que tu as caché des actifs importants à notre fille. Ce n'est pas comme ça qu'un mariage commence, mais nous sommes prêts à oublier cette tromperie si nous pouvons tous avancer avec des arrangements financiers appropriés. Et quels seraient ces arrangements, ai-je demandé. Diane a souri doucement. Nous pensons qu'il serait logique que Jessica ait l'un des appartements à son nom seul, comme sécurité. Un autre pourrait être vendu pour fournir des capitaux pour l'entreprise de Tyler. Le 3e, tu peux le garder, bien sûr. Je les ai regardés, incrédules. Ils avaient enquêté sur moi, envahi ma vie privée, et maintenant ils essayaient de prendre les 2/3 de mon héritage moins d'une semaine après mon mariage avec leur fille. Et si je refuse? La façade amicale de Frank a disparu. Alors nous devrions remettre en question ton engagement dans ce mariage. Jessica mérite un mari qui fait passer ses besoins en premier. Jessica a finalement pris la parole. Carson, ce n'est pas comme ça. Ils veulent juste s'assurer qu'on prendra soin de moi. C'est pour ça que tu as fouillé dans mon bureau? Pris des photos de mes documents financiers? C'était tout ça pour t'assurer qu'on prendrait soin de toi. Les larmes ont rempli ses yeux. Je t'aime, Carson. Je t'ai épousé parce que je t'aime. Mais savais-tu pour mon héritage avant d'accepter de m'épouser, ai-je demandé directement. Son silence fut toute la réponse dont j'avais besoin. Frank s'est levé, sa patience clairement à bout. Assez de mélodrame. Vas-tu signer ces papiers ou non? Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. Un soulagement m'a envahi alors que j'allais ouvrir. Mon avocate, Madame Bennett, se tenait là avec un portefeuille sous le bras. Timing parfait, ai-je dit en la faisant entrer.
Madame Bennett, mon avocate. Elle a quelques informations qui pourraient être pertinentes pour cette discussion. Frank et Diane ont échangé des regards inquiets. Qu'est-ce que c'est que ça, a exigé Frank. Nous n'avons pas besoin d'un autre avocat ici. Madame Bennett a rapidement évalué la situation, voyant la notaire et les documents sur la table. Monsieur Williams m'a contacté avec des inquiétudes concernant une possible coercition financière. Je vois que ces inquiétudes étaient justifiées. C'est une affaire de famille, a insisté Diane. Non, ai-je dit fermement. C'est une tentative de m'escroquer de mon héritage. Alors que Madame Bennett commençait à expliquer les ramifications légales de leurs actions, Jessica m'a tiré dans la chambre. Carson, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Ils essaient juste d'aider. Peut-être qu'ils s'y sont mal pris, mais on peut arranger ça. M'as-tu épousé en sachant pour mon héritage, ai-je demandé à nouveau. Après une longue pause, elle a chuchoté. Ils l'ont découvert quand on s'est fiancés. Ils ont dit que je serais stupide de laisser s'échapper quelqu'un avec ce genre d'argent. Donc tout notre mariage est basé sur un mensonge. Non, je t'aime vraiment, Carson. L'argent a juste rendu l'engagement plus facile. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. La femme que je pensais connaître, l'avenir que j'avais imaginé, tout s'est effondré sous mes yeux. Dans le salon, j'entendais Frank menacer d'une action en justice, prétendant que Jessica avait droit à mes actifs en tant que ma femme. Madame Bennett l'a calmement informé que le testament de ma grand-mère contenait des dispositions spécifiques protégeant l'héritage en cas de mariage ou de divorce. Monsieur Thompson, dit-elle en utilisant le nom de famille de Frank, je dois également vous informer que l'embauche d'un détective privé sous de faux prétextes et la tentative de contraindre quelqu'un à céder des biens peuvent constituer une fraude criminelle. Le visage de Frank est devenu rouge. Vous me menacez? Non, je vous informe de la loi. Diane s'est levée, ramassant son sac à main. Jessica, prends tes affaires. Tu rentres à la maison avec nous. Si ton mari veut choisir l'argent plutôt que la famille, c'est sa décision. Jessica m'a regardé d'un air suppliant. Carson, s'il te plaît. À cet instant, j'ai su que notre mariage était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Ma grand-mère avait essayé de me prévenir et je n'avais pas écouté assez attentivement. Mais au moins, j'avais gardé mon héritage privé assez longtemps pour le protéger. Je pense que tu devrais y aller avec tes parents, ai-je dit doucement. Madame Bennett vous contactera au sujet de la procédure de divorce. Alors qu'il partait, Frank s'est tourné vers moi avec un regard venimeux. Elle aura la moitié de tout. C'est la loi. Madame Bennett a souri froidement. En fait, dans l'État de Washington, avec un mariage de moins de 2 semaines et un héritage protégé, ce n'est pas du tout la loi. Bonsoir, monsieur Thompson. La porte s'est refermée derrière eux et je me suis effondré sur le canapé, submergé par ce qui venait de se passer. Mon mariage d'une semaine était terminé. Mais grâce à la sagesse de ma grand-mère, mon avenir financier restait en sécurité. Cette nuit-là, j'ai dormi à l'hôtel. Je ne supportais pas d'être dans l'appartement, entouré de cadeaux de mariage et de photos de ce que j'avais cru être une relation aimante. Madame Bennett m'avait conseillé de ne pas communiquer directement avec Jessica ou sa famille et de la laisser gérer toutes les interactions à l'avenir. Le lendemain, j'ai arrangé une rencontre avec Jessica dans un café, un lieu public neutre, pour parler une dernière fois. J'avais besoin de comprendre si quelque chose dans notre relation avait été réel. Elle est arrivée l'air épuisé, les yeux rouges d'avoir pleuré. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Mais ensuite, je me suis souvenu comment elle avait participé au stratagème de sa famille. Je suis désolé, a-t-elle dit immédiatement. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? Ai-je demandé. Elle a baissé les yeux sur son café intact. Je suis vraiment tombée amoureuse de toi quand on s'est rencontrés. Cette partie était réelle. Mais quand mes parents ont découvert ton héritage, ils ont commencé à me pousser à assurer mon avenir. Ils n'arrêtaient pas de dire à quel point c'était parfait que j'ai trouvé quelqu'un avec à la fois un bon travail et des actifs cachés. Alors tu as marché dans leur jeu, elle a hoché la tête misérablement. Au début, je leur ai dit de me laisser tranquille. J'ai dit que je t'aimais et que je t'épouserais quoi qu'il arrive. Mais ils ont continué à me travailler, parlant de sécurité financière, de comment l'amour ne paie pas les factures. Et tu les as crus. Je me suis dit que ça ne changeait rien. Je voulais déjà t'épouser.
Savoir que tu avais de l'argent signifiait juste que nous aurions une vie plus facile ensemble. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. Je me suis convaincu que ce n'était pas mal parce que je t'aurais épousé de toute façon. J'ai laissé ces mots s'imprégner, essayant de séparer la vérité de la manipulation. Même si c'était vrai, Jessica, tu as envahi ma vie privée. Tu as partagé mes informations personnelles avec tes parents. Tu allais les laisser me forcer à céder mes biens. Comment as-tu pu penser que tout ça était acceptable? Ils ont dit que c'était normal, que tous les couples mariés partagent tout. Pas comme ça. Pas par la coercition. Elle a essuyé ses yeux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on divorce, ai-je dit simplement. Madame Bennett contactera ton avocat, en supposant que tu en prennes un. Vu les circonstances et la durée de notre mariage, ça devrait être simple. Et nous? Il n'y a pas de nous, Jessica. Il ne peut plus y en avoir après ça. Elle a tendu la main vers la mienne par-dessus la table, mais je l'ai retirée. Carson, on peut tout recommencer. Je dirai à mes parents de ne plus se mêler de nos vies. On peut même déménager. J'ai secoué la tête. La confiance est brisée. Je ne pourrai jamais te regarder sans me demander ce qui est réel et ce qui fait partie d'un plan. Alors que je me levais pour partir, elle a posé une dernière question. Avais-tu l'intention de me parler de l'héritage un jour? Oui, ai-je dit honnêtement. J'allais te faire la surprise quand nous serions prêts à acheter une maison. J'imaginais à quel point tu serais heureuse d'apprendre que nous pouvions nous offrir la maison de tes rêves sans stress financier. Ces sanglots étouffés m'ont suivi alors que je m'éloignais, refermant le chapitre sur ce que j'avais cru être ma fin heureuse. Le processus de divorce a été douloureux, mais comme Madame Bennett l'avait prédit, relativement simple, étant donné la courte durée de notre mariage et le statut protégé de mon héritage. Jessica n'a reçu aucun de mes actifs. Elle ne s'y est pas opposée, bien que ses parents l'aient apparemment voulu. Pendant ces mois difficiles, les leçons de ma grand-mère sur la confidentialité financière m'ont protégé d'une manière que je n'aurais jamais anticipée. Si j'avais été ouvert sur mon héritage dès le début, Jessica et moi nous serions peut-être quand même mariés, mais je n'aurais eu aucun moyen de découvrir les véritables intentions de sa famille avant qu'il ne soit trop tard. J'ai emménagé dans l'un de mes appartements de Belton une fois le divorce finalisé. C'était un bel espace avec de grandes fenêtres donnant sur la ville, mais il semblait vide malgré les meubles. Je me suis plongé dans le travail, progressant dans ma carrière et continuant à gérer les biens que ma grand-mère m'avait laissés. 6 mois après le divorce, j'ai croisé Amanda, une des amies de Jessica, dans un café du coin. À ma grande surprise, elle a demandé à me parler. Tu devrais savoir, dit-elle avec hésitation, ce n'est pas la première fois qu'ils font quelque chose comme ça. Que veux-tu dire? Jessica est sortie avec un gars à l'université dont la famille possédait une chaîne de restaurants. Ses parents ont fait la même chose, l'ont poussée à devenir plus sérieuse, ont parlé de mariage tout de suite. Ça a échoué quand le gars a réalisé ce qui se passait. L'information était à la fois une validation et profondément triste. Jessica avait été élevée par des parents qui considéraient les relations comme des transactions financières, et elle ne s'était jamais libérée de leur influence. 1 an après la fin désastreuse de mon mariage, j'allais beaucoup mieux. La thérapie m'avait aidé à surmonter la trahison et à reconstruire ma confiance en mon propre jugement. J'avais créé une petite fondation au nom de ma grand-mère, axée sur l'enseignement de la littératie financière aux jeunes adultes et sur des relations saines avec l'argent. Je restais prudent en matière de rencontres, mais pas fermé à la possibilité de trouver une connexion authentique. J'avais appris à repérer les signaux d'alarme, mais aussi à reconnaître que tout le monde n'était pas comme Jessica et sa famille. La sagesse de ma grand-mère m'avait sauvé d'une vie de manipulation et de contrôle. Ses leçons sur la confidentialité financière avaient semblé démodées, voire paranoïaques, mais elles se sont avérées incroyablement prémonitoires. Quand je visite sa tombe, je lui dis souvent à quel point elle avait raison. L'argent change les gens. Il révèle le caractère plutôt qu'il ne le construit. En gardant le silence sur mon héritage, j'avais involontairement créé un test qui a révélé la vraie nature de la femme que j'avais épousée et de la famille que j'avais failli rejoindre. L'expérience m'a appris que si la vie privée a sa place, surtout en matière de finances, construire une relation authentique nécessite une honnêteté et une confiance qui vont dans les deux sens. C'est un équilibre délicat, trouver quelqu'un qui vous apprécie pour vous-même, et non pour vos biens, tout en étant assez ouvert pour construire une véritable intimité. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà découvert que les véritables intentions de quelqu'un étaient différentes de ce qu'il prétendait?
Comment équilibrez-vous la vie privée et l'ouverture dans les relations? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences. Et si vous avez trouvé de la valeur dans mon histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres leçons que j'ai apprises à la dure. Merci de votre écoute. Et rappelez-vous, parfois ce qui semble être de la paranoïa est en réalité de la sagesse déguisée. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et de vos cœurs.